Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'Ouganda, 2 jours après la présidentielle, les réseaux sociaux restent bloqués. Même si Internet a été rétabli, Museveni a été réélu pour un 7e mandat dans un climat tendu. L'opposition dénonce des intimidations et rejette les résultats. Plusieurs soldats tchadiens ont été tués vers Tiné, près du Soudan. Les autorités tchadiennes accusent les forces de soutien rapide, groupe rebelle soudanais. Nous irons sur place dans cette édition. Et la finale de la CAN en cours à Rabat. Le pays hôte, le Maroc, rencontre le Sénégal. Un duel de lions. Au sommet, la Teranga face à ceux de l'Atlas. Chacun rêvant de décrocher sa 2e étoile. Un match très disputé. On ouvre ce journal par l'Ouganda où Internet a été rétabli 2 jours après la présidentielle, mais les réseaux sociaux, eux, restent bloqués. Une mesure proportionnée selon les autorités et critiquée par l'ONU. Museveni a été réélu pour un 7e mandat dans un climat tendu. L'opposition dénonce des intimidations et rejette les résultats. On écoute le directeur exécutif de la Commission ougandaise des communications. Depuis hier minuit, l'accès général à Internet a été entièrement rétabli. Cela inclut la navigation sur le web, l'accès aux sites d'information, aux ressources éducatives, aux portails gouvernementaux, aux services financiers, à la messagerie électronique et à d'autres activités en ligne essentielles. Conformément à la directive émise à l'intention de tous les opérateurs de réseaux mobiles et fournisseurs d'accès Internet agréés, les plateformes de réseaux sociaux, les applications de messagerie, les services de contournement restent temporairement soumises à des restrictions. Dans l'est de la RDC, les milices pro-gouvernementales, les Ouazalendo, ont fait leur entrée dans Uvira après le retrait du M23. Des tirs sporadiques ont été signalés, ainsi que des pillages dans la ville frontalière du Burundi. Kinshasa affirme que l'armée régulière va suivre, mais le M23 serait en embuscade sur les hauteurs. Plusieurs soldats tchadiens ont été tués aux alentours de Tiné, à la frontière avec le Soudan. Les autorités tchadiennes accusent les forces de soutien rapide, groupe rebelle soudanais. Et c'est la 3e fois ces dernières semaines que le conflit soudanais déborde sur le territoire tchadien, plus que jamais auparavant. Les précisions avec notre correspondant Harold Girard. Selon le gouvernement, ces affrontements ont fait 7 morts et plusieurs blessés dans les rangs de l'armée tchadienne et ont été initiés par les forces de soutien rapide, les FSR, le groupe rebelle soudanais qui s'oppose au pouvoir central du général Al-Bourhan depuis 2023 et le commencement de la guerre au Soudan. Par ailleurs, plusieurs sources sécuritaires mais également civiles nous affirment que la force conjointe tchado-soudanaise, celle-ci en soutien du pouvoir central d'Al-Bourhan, a été mêlé aux affrontements sur le sol tchadien. De son côté, le gouvernement du Tchad se veut ferme et dénonce ce débordement du conflit soudanais sur son territoire. Toutes les parties belligérantes du Soudan et toutes les personnes qui veulent enflammer, en tout cas participer à ce conflit, c'est la dernière fois qu'ils franchissent les frontières du Tchad. Notre réponse, elle sera vigoureuse et sans appel. Ça, il faut que ça soit très clair. Il faut que tout le monde comprenne cela. Dans la soirée de vendredi, le ministère tchadien de la communication a publié une note officielle révélant que plusieurs civils avaient été pris pour cible lors de ces affrontements, sans pour autant révéler s'il y avait eu des victimes parmi ceux-ci. Les villes tchadiennes, proches de la frontière entre les deux pays, paient un lourd tribut depuis le début de la guerre au Soudan en 2023. La violence y a augmenté et ces mêmes localités accueillent plusieurs centaines de milliers de réfugiés qui fuient les combats. On passe à l'actualité politique au Cameroun. Alors que les élections législatives et municipales sont annoncées pour le printemps, Issa Chiroma Bakary, le président du FSNC, candidat malheureux de l'Union pour le changement, qui se considère toujours comme le président élu, malgré la victoire officielle de Paul Biya, vient d'annoncer que son parti n'ira ni aux législatives ni aux municipales. À Yaoundé, les précisions de Marcel Amoko.
L'annonce est contenue dans un communiqué rendu public par Maître Alice Kam, porte-parole officielle de Issa Chiroma Bakary, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier et qui conteste toujours la victoire de Paul Biya, officiellement réélu pour un 8e mandat de 7 ans. Dans ce document, Issa Chiroma Bakary affirme qu'aucune négociation n'est ni envisagée ni en cours avec le pouvoir de Yaoundé et surtout que son parti, le FSNC, n'investira aucun candidat pour les élections législatives et municipales prévues au printemps prochain. Une décision à double tranchant selon le politologue Stéphane Akoa. Ne pas participer à une élection est à la fois un aveu de faiblesse considéré comme tel par certains et surtout ne met pas le candidat ou ses supporters en position de peser valablement sur la décision au final, d'une part. Deuxièmement, on pouvait s'attendre qu'après l'enthousiasme soulevé en octobre 2012 dernier par les scores obtenus, M. Chiroma décide de continuer le combat politique et continue, élection après élection, de faire valoir à la fois ses options et bien évidemment la possibilité qu'il a ou qu'il avait à un moment donné de mettre en difficulté le système gouvernant. Depuis la prestation du serment de Paul Biya le 6 novembre dernier, les Camerounais sont dans l'attente d'un remaniement ministériel, une attente renforcée par les propos du président camerounais lors de son discours de fin d'année le 31 décembre dernier, où il annonçait la formation d'un gouvernement dans les prochains jours. Les élections législatives et municipales devraient intervenir au printemps prochain, probablement après la visite du pape Léon XIV, annoncée ici au Cameroun en avril prochain. Il y a près d'une semaine, le chalutier IB Fish était attaqué par les pirates au large du Gabon. Si 6 marins ont pu être sauvés, 9 autres Chinois et Indonésiens restent toujours aux mains des ravisseurs. Face à l'angoisse des familles, l'armateur du navire a tenu à s'exprimer. Leur conseil réaffirme l'engagement total de la société pour obtenir leur libération. Écoutez sa déclaration au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzé. C'est en notre qualité de conseil de la société IB Fish Gabon, de son administrateur général, de ses actionnaires et de son personnel, que nous prenons la parole ce jour, après cet enlèvement malheureux, pour vous affirmer l'engagement total, la détermination de l'armateur à ramener les victimes auprès des leurs. Parallèlement aux mesures qui ont été prises au plus haut niveau de l'État, la société IB Fish Gabon déploie au quotidien, en collaboration avec le gouvernement, les actions visant à les retrouver. Car chaque seconde, chaque heure et chaque jour qui passe sans nouvelles de nos proches ressemble à une éternité. Nous traitons cette affaire avec la plus grande rigueur qui soit et avec humanité. Mais sa gravité et sa sensibilité nous contraint aussi à une extrême discrétion pour la protection et la sécurité des otages, de vos proches. On passe à la CAN finale qui s'est jouée et qui se joue encore ce dimanche soir au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Duel de Lion au sommet, Sénégal contre le Maroc, les deux rêvant de remporter une deuxième CAN de leur histoire. Sadio Mané et Achraf Hakimi de mener leur sélection à sa victoire. Et pour en parler, on reçoit notre chef d'édition du Journal de l'Afrique, spécialiste du football, avec nous, Elom Toblé. Elom, merci d'être là ce soir pour un match, j'allais dire, très difficile à suivre. Très difficile à suivre et qui est toujours en cours. Je viens même d'avoir une superbe occasion en ce moment. Donc, oui. Je suis avec vous, mais aussi un peu en train de regarder le match aussi en même temps. Oui. Ce qu'on peut dire juste ici sur ce match-là, c'est que la première période, si on peut dire au point, on peut la donner aux Sénégalais qui ont dominé avec une grosse occasion pour Iliman Ndiaye qui est tombé sur un fantastique Bounou qui montre encore que c'est l'un des gardiens du tournoi avec son homologue Mendy aussi en face qui a fait aussi de très bons arrêts. Donc, gros match, beaucoup d'enjeux. On avait peur d'avoir un match cadenassé. Finalement, le match est assez ouvert. Il y a beaucoup d'occasions. Des deux côtés, on se rend coup pour coup. Même si les Marocains, finalement, c'est ceux qui ont eu un peu de mal à cadrer leur frappe parce que la première frappe cadrée du Maroc n'est arrivée qu'à la 81e minute. Le Sénégal a eu des occasions. Plus de frappes cadrées, maintenant ça se rééquilibre. Mais bon, au point, on peut dire que le Sénégal était devant la première mi-temps, mais durant la seconde, les Marocains ont repris l'ascendant sur le match. Et là, le match a son comble, la tension, et à l'instant, les Sénégalais viennent de marquer.
Ah, attention, le but va être revu, mais je vous le dis, à l'instant, pour le moment, il y a un but pour les Sénégalais qui va peut-être être revu. Mais donc voilà, c'est ce que je vous disais, je garde un œil sur le match, mais donc un match à fort enjeu et avec beaucoup de tension. Donc voilà, apparemment, le but devrait être refusé pour une faute, mais on attend de voir. Ne donnez pas des fausses joies comme ça. Je suis désolé, je suis désolé pour nos supporters sénégalais. Ah oui, on est en direct. Je suis désolé pour vous, mais on est en direct. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Le but a été refusé, c'est un but à la 93e, donc ça continue. Ok, donc, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à présent sur le parcours de ces deux équipes qui n'ont pas démérité, qui ont eu un parcours quasiment sans faute finalement? Alors, pour le Maroc, on va dire que le premier match, ils ont gagné 2-0, mais après, on peut dire que les Marocains ont eu un peu de mal en fait, à rentrer dans leur compétition. On attendait d'eux qu'ils fassent autant de jeux comme ils ont pu le faire à la Coupe du Monde. Certes, ils ont fait moins de jeux, mais ils sont présents. Ils ont été efficaces. Ils ont été efficaces. Au final, ce qu'on leur demande quand on organise une Coupe d'Afrique des Nations à la maison, c'est déjà d'être en finale. Et donc, c'est ce qu'ils font là, ils sont en finale. Côté sénégalais, on peut dire aussi que cette équipe a semblé tout du long du tournoi maîtriser son sujet. C'est une équipe, on l'a pas senti trop en danger. Au contraire, on avait peur pour elle parce qu'elle vendangeait beaucoup. Et c'est pour ça que la demi-finale face à l'Égypte, on avait peur pour les Sénégalais en se disant l'Égypte, c'était le traquenard parfait parce que c'est une équipe qui défend très bien et qui, après un but, peut vous éliminer. Finalement, ils ont réussi à se sortir grâce à Sadio Mané. Et bon, par contre, en face, le Maroc, il fait le match parfait, le match qu'il faut face aux Nigérians qui arrivaient avec la meilleure attaque, mais qui n'ont pas du tout existé dans le jeu en demi-finale. Donc, deux équipes qui ont confirmé tout au long du tournoi et qui s'accrochent en finale. Ouais. Et donc, évidemment, on suivra le match pour le résultat final et que le meilleur Lion gagne, j'ai envie de dire. Exactement. Là, on s'achemine peut-être vers les prolongations. Vers les prolongations. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et en particulier, j'imagine que tout le monde est à Rabat ce soir. Merci. Je pense que les gens en ont ras-le-bol. C'est pour ça qu'ils ont voté pour Trump. Nous considérons que la Maison-Blanche est une scène de crime. Celui qui y habite est un criminel, un fasciste. Donald Trump, il est un danger pour l'humanité. À Washington, c'est tout simplement une autre espèce. Il ne respecte ni les cours de justice, ni la séparation des pouvoirs, ni la Constitution. Ils font comme ils veulent, ils ne croient pas en notre Constitution. Ils ne supportent pas qu'on ait le droit de porter des armes. Moi, je ne lui laisserai pas épouser ma fille. Un an de Donald Trump, la grande fracture américaine, à voir sur France 24.